Comme il est 20h01, comme on me le rappelle, il est temps de démarrer. Voilà. Donc, je vous accueille avec grand plaisir de nouveau dans la salle municipale. Nous retrouvons nos habitudes et sous vos pieds se trouve le nouveau sol. Donc, ce n'est pas du parquet, c'est bien du carrelage qui est imitation parquet et que je trouve très joli. J'ai fait le premier mariage dans cette salle samedi. On était très nombreux et c'était vraiment joli. Ah mais 2024, non, c'était le premier en 2024, nous. Non, c'est le deuxième. Ah, c'est le deuxième. Bon, bah tant pis. En tout cas, voilà. Ça, et puis, la rampe PMR est quand même très pratique et je n'ai pas eu de chute. Donc, je pense que les marches, vous avez vu en arrivant, sont beaucoup plus visibles. Voilà. Donc, si demain, nous avons une inondation, ce qui est intéressant, c'est que ça ne va pas sauter puisque c'est du carrelage. Voilà. Et donc, je remercie l'entreprise Rousteau qui a fait quand même du très bon travail avec son carreleur, qui a respecté toutes nos demandes. Donc, le blanc, c'est aussi du carrelage, imitation parquet, mais blanc. Et je trouve que même ça donne un petit côté chaud, en fait, au sol, alors que c'est du carrelage. Donc, voilà. Par contre, l'ambiance est peut-être pas extrêmement chaude. Nous avons dû ne pas remettre de chauffage. Alors déjà, il n'y a pas eu de chauffage tout le temps des travaux. Ensuite, on n'a pas remis le chauffage tout de suite parce qu'il fallait que ça sèche et on voulait pas que la montée en température pose des problèmes sur les joints. Puis ensuite, on a un adjoint en bâtiment qui régule beaucoup et qui ne souhaitait pas forcément monter les radiateurs. Donc moi, je les ai montés, évidemment, puisque entre le mariage, mais voilà, l'inertie de la salle et la grandeur de la salle fait que la montée en température est quand même plus compliquée. Voilà. Mais ça vient, n'est-ce pas, monsieur Ami? Et puis en plus, il est content parce que je ne peux pas moi-même tourner les boutons, c'est trop haut. Voilà. Donc je ne peux pas remonter la température moi-même, donc je suis obligée de prendre une échelle. Donc voilà. Et j'ai pas d'escabeau sous la main tout le temps. Bien, après ces petites blagues, je vous propose de commencer le conseil municipal. Et je vais commencer donc par l'appel. Donc vous avez le petit micro comme d'habitude. Donc Jackie va arriver tout à l'heure. Laurent Sutereau. Présente. Jean-Claude Ami. Présent. Corinne Borel. Présente. Michel Champy. Présent. Ingrid Liénard. Présente. Philippe Delaunay. Présent. Céline Petit. Présente. Mamoun Ben Kachou. Présent. Françoise Chantoiseau. Présente. Alexandra Corbeau. Présente. Louis-Jean de Nicolai est absent et m'a donné pouvoir. William Deroy est absent et a donné pouvoir à Madame Gann. Graziella Gann. Présente. Morgane Garot. Présente. Anaïs Hérin. Présente. Jean Le Gallet. Présent. Philippe Legrand est absent et a donné pouvoir. On a un souci. Parce que Mme Latouche, on a deux pouvoirs. Non, on ne peut pas. Donc il faut qu'on. Voilà. Gérard Lemoine est absent et a donné pouvoir à M. Champy. Michel Néron. Présent. Pascal Renoux. Présent. Jean-Paul Tricot. Présent. Annie Bouteloup. Pardon. En principe, elle a donné procuration. Ah ben j'ai pas la procuration de Mme Bouteloup. Elle l'a mis samedi, la boîte. Ah, et tu sais à qui elle l'a donné? À moi. D'accord. C'est pour ça que tu le dis. Ah oui. Madame Hutereau. Donc Madame Hutereau, vous avez le pouvoir de Monsieur Legrand. Donne pouvoir donc à Claude Éveillot. Et elle l'a mis dans la boîte aux lettres, ben, il faut qu'on regarde ça. Samedi matin, ouais. D'accord. Monica Breton est absente et a donné pouvoir à Monsieur Frison. Claude Éveillot. Présent. Ghislaine Tomaso. Présente. Roland Frison. Il va arriver, il va avoir un peu de retard. Il a un peu de retard, D'accord. Roland. Et Sonia Potier. Présente. Très bien. Eh ben, je vais vous passer donc le signataire. Alors, on va commencer par faire le point. D'abord, il nous faut un ou une secrétaire. Qui était secrétaire de séance la dernière fois, Madame Levert? Ah, Michel, il lève la main, donc ça doit être lui. Michel Néron. Donc j'aurais besoin d'une femme volontaire pour équilibrer. Qui est volontaire? Avec plaisir. Ah, allez, merci Anaïs. Alors, donc l'ordre du jour est le suivant. Donc en affaires générales, nous avons la présentation de l'état récapitulatif annuel des indemnités perçues par les élus. On vous expliquera pourquoi. Ensuite, la formation des élus et la fixation des crédits affectés. En ressources humaines, nous avons le passage des arrêts maladie en temps réel, la création d'emplois non permanents. En urbanisme, nous avons une cession de parcelles, une convention d'occupation temporaire,
Et puis les informations diverses. Pas de questions particulières sur cet ordre du jour. Je vous le passe aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, nous allons passer au point premier. Alors, nous avons eu, comme vous le savez pour certains, nous avons eu la présence l'année dernière du commissariat régional des comptes qui est venu dans la commune pour faire une analyse en fait de la commune. Donc cette analyse et son bilan, nous le recevrons dans les mois qui viennent. Mais lors de cette analyse, ils nous ont montré qu'il y avait une chose qu'on ne faisait pas tous les ans et qui est nécessaire et obligatoire. Ah oui, pardon. Le PV. Ah oui, nous n'avons pas. Alors, je vous lis ce qui est marqué dessus. Nous n'avons pas le PV du 18 décembre en raison de la période des congés et d'un surcroît d'activité au service CNI Passeport, puisque c'est Nadège qui s'en occupe d'habitude. Le PV du 18 et celui du 22 janvier seront validés lors du conseil du 26 février. Voilà. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que vous ne l'avez pas eu à la lecture. Voilà. Donc, je reviens sur mon. Donc, il nous a été demandé de présenter l'état récapitulatif annuel des indemnités perçues par les élus. C'est une obligation annuelle que nous ne faisons pas. Peu de communes d'ailleurs et peu de collectivités le font. Il va falloir qu'on passe le message aussi à l'intercommunalité qui ne le fait pas. Mais voilà, c'est une obligation. Donc nous le faisons maintenant puisque nous avons entendu cette demande. Donc c'est les articles 92 et 93 de la loi 2019-1461 qui date de 2019, qui est assez récente néanmoins. Et donc, il revient aux collectivités d'établir chaque année un état récapitulatif des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant à leur conseil au titre de tout mandat ou de toute fonction. On parle aussi évidemment de fonctions dans les syndicats, etc. Donc, on vous a fourni le document de l'état récapitulatif annuel. Donc, évidemment, le maire, c'est les adjoints qui touchent des indemnités, le conseiller délégué qui touche une indemnité aussi. Voilà, et puis vous avez donc un adjoint qui touche aussi une indemnité au titre d'un syndicat mixte du Val-de-Loire. Voilà. Voilà. L'état récapitulatif annuel des indemnités perçues par les élus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet état récapitulatif? Non? Ben, je vous propose de le passer aux voix. Du coup, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, on le fera annuellement. Voilà. Alors, en sachant, comme vous le savez, que nous ne modifions pas les indemnités, c'est un vote qu'on fait juste après les élections. Après, la modification du montant, elle peut venir par l'État, en fait, quand il modifie les indices. Mais sinon, de toute manière, ce sera toujours les mêmes sommes. Voilà. Ensuite, en affaires financières, nous avons aussi l'obligation de proposer des formations aux élus, comme vous le savez. Et donc, c'est organisé par le Code général des collectivités territoriales, évidemment. Et donc, pour pouvoir financer ces formations, il faut qu'on mette une enveloppe budgétaire. On le met tous les ans. Hein. Juste pour vous dire quand même, je passe le petit message, j'en profite. Voilà. Cette ligne et ces crédits, ils sont vraiment affectés à votre formation. Donc, il ne faut pas hésiter si vous avez envie d'aller en formation. Voilà. On a quand même relativement peu de demandes. On a des formations qui sont organisées par l'Association des maires de France. On a aussi le centre de gestion. Mais on peut aussi avoir des formations extérieures. Si vous vraiment vous avez besoin d'une formation, vous pouvez en avoir l'utilité. Et donc, la commune finance cette formation. C'est un droit et même un devoir. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de le demander. D'accord? Oui, monsieur. Le micro, monsieur. On aurait aimé avoir la liste des formations proposées. Alors, en fait, vous les avez au fur et à mesure qu'on les reçoit. Quand l'AMF fait des formations, on les envoie. Quand le centre de gestion propose des formations, on les envoie. Mais en fait, on n'a pas de... Tu sais, on n'a pas de catalogue annuel, en fait, nous. C'est vraiment les organismes qui les font. Et puis ensuite, tu peux aussi avoir des formations extérieures aux organismes d'élection, puisqu'on considère aussi qu'un élu, pendant son mandat, peut se préparer à la sortie de son mandat. Donc, si tu as une formation qui t'intéresse aussi par un autre organisme, c'est à l'élu de venir nous le proposer, il n'y a pas de souci. Voilà.
Alors évidemment, quand on parle de formation, c'est pas des formations longues, partir 1 an en formation, etc. hein. Ce sont des formations assez courtes qui peuvent être sur 1 ou 2 jours et on prend en charge les frais de formation et le déplacement. Voilà. Et donc dans ce cadre-là, nous sommes obligés de préparer une enveloppe budgétaire évidemment. Et alors pour toutes les collectivités, c'est 2% normalement du montant des indemnités des élus. D'accord ? Voilà. Donc, on vous dit les principes suivants. Il faut quand même que les organismes de formation soient agréés, organismes de formation, logique. Si vous avez envie d'aller faire une formation, je sais pas, bien-être, massage thaïlandais non agréé, c'est pas possible quand même. Hein, voilà. C'était ça? Ah, non. Alexandra? Par contre, c'est ce qui correspond en fait, parce que moi l'autre jour je suis allée sur mon CPF et justement j'ai des indemnités en tant que conseiller. Et je ne sais pas d'où ça vient. Alors, en fait, chaque année d'élection, comme, enfin pas d'année d'élection, chaque année où vous êtes élu, comme un salarié, etc., vous cumulez des droits. Donc tu as sur du CPF, en effet, des droits. Mais ces CPF-là, tu peux demander à les utiliser pour une formation, il n'y a pas de souci. Mais là, nous, la somme qu'on met là, ça n'a rien à voir avec les CPF, c'est vraiment une somme qu'on alloue aux élus pour les déplacements, l'hôtel et une participation à la formation. Mais en effet, tu peux aussi utiliser tes crédits CPF. Voilà. En fait, on pourrait très bien imaginer que tu utilises les crédits CPF pour la formation et que la mairie vienne financer le déplacement, etc., par exemple. Voilà. Mais c'est 2 choses différentes. Mais tout cela, vous cumulez en fait des droits à la formation chaque année où vous êtes élu. Et je ne parle pas en tant qu'adjoint ou quoi que ce soit. Il suffit d'être élu. L'autre principe, c'est un dépôt préalable au stage de la demande de remboursement, évidemment. Liquidation de la prise en charge sur justification des dépenses. Il nous faut quand même des justifications, enfin des justificatifs, évidemment. Et puis, on répartit les crédits et leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. L'idée, c'est pas qu'un seul élu parte en formation. Il faut que ce soit l'ensemble. Voilà. Et donc, on prévoit une enveloppe qui est prévue à cet effet. Et donc, l'enveloppe pour 2024 elle sera de 2 280 €. C'est donc 2% de l'enveloppe budgétaire des indemnités des élus. Néanmoins, s'il y avait des demandes de formation, comme il n'y en a pas eu pendant pas mal d'années, si en 2024, on a plus de demandes par rapport à cette ligne de crédit, on réabondera. D'accord ? C'est une base, en fait. Hein. L'objectif pour nous, je le redis, hein, c'est de vous soutenir dans cette démarche de formation, donc il n'y a aucun problème. Voilà. Alors ça peut être aussi une formation, une participation par exemple à une réunion. Je pense par exemple au congrès des maires ou des choses comme ça, ou au congrès des maires et des adjoints. Donc là, on est plutôt maire et adjoint. Donc ça passe comme formation aussi, mais on peut aussi avoir des colloques, par exemple, sur une thématique. Ça m'arrive de proposer un colloque, par exemple, sur les petites cités de caractère. C'est formateur, en fait. Donc vous pouvez aussi très bien y prétendre si vous faites partie de la commission bâtiment et petites cités de caractère. Enfin, voilà. Ça aussi, on prendra en charge les frais de déplacement, évidemment. Voilà. Est-ce que j'ai été claire ou est-ce que vous avez des questions? Non? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Puis surtout, n'hésitez pas à venir nous voir pour ça. En ressources humaines, donc c'est le passage des arrêts maladie en temps réel pour les services annualisés. Vous savez que dans la collectivité, on a certains services où on va travailler plus à des moments donnés que d'autres. C'est l'exemple particulier du tourisme, où on va faire plus d'heures l'été que l'hiver. Donc, et l'activité scolaire, c'est pareil. On va travailler plus lorsqu'il y a école que quand il n'y a pas école, évidemment, hein, puisque la cantine ne fonctionne pas, etc. Donc, on va, en fonction de ces calculs-là, on va annualiser les agents, en fait. Voilà. Donc, la réglementation nous le permet, évidemment, de les annualiser. Et donc, on fait un calcul en fonction des heures nécessaires dans l'année, tout en respectant, évidemment, le taux horaire et le nombre d'heures légales. Par contre, il y a un sujet qui demeure, c'est celui des conséquences des arrêts maladie sur le décompte de temps de travail effectif des agents. Donc, les jours de congé pour raison de santé doivent être considérés comme des journées de travail effectif. Donc, quand on est malade sur ces congés, on est malade sur des journées de travail. D'accord? J'explique. Vous êtes en congé, vous tombez malade. Vous restez 3 jours au lit, vous revenez au travail. Bon, bah voilà, c'est comme ça.
Par contre, si par exemple vous tombez malade le mardi et que le vendredi vous êtes censé être en congé et que vous avez un arrêt de travail de 3 jours, le vendredi qui est censé être un jour de congé est un travail effectif puisque vous êtes arrêté 3 jours. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? L'idée, c'est pas d'enlever des congés quand on est malade. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est bon. Donc les congés pour raison de santé sont ainsi considérés pour l'acquisition des droits à congés annuels comme service accompli. C'est-à-dire que le 3e jour d'arrêt maladie, vous êtes en congé, certes, mais du coup, un congé n'est pas considéré comme du travail effectif, mais comme là, vous êtes en arrêt maladie, ce sera considéré comme travail effectif. Est-ce que je suis claire? Dites-moi si je ne le suis pas, hein, parce que c'est possible. Voilà. Donc, mais en cas de cycle de travail annuel, dans la mesure où les obligations de service ne sont pas identiques d'une période à l'autre, les conséquences des arrêts maladie sont plus complexes, évidemment, puisque on va demander beaucoup plus d'heures de travail l'été que l'hiver, hein, où ils vont être plus en congé. Donc, ce que je vous propose, voilà, le CST, évidemment, a été convoqué, hein, le comité social territorial. On demande à ce que la prise en compte de l'arrêt maladie soit au mécanisme au réel. L'agent annualisé placé en congé pour raison de santé est ainsi réputé avoir accompli les heures de travail prévues sur son planning. D'accord ? Il s'agit d'appliquer sans modalité particulière spécifique le principe selon lequel les congés pour raison de santé sont considérés donc comme service accompli, comme travail effectif. Autrement dit, la survenance d'arrêt maladie n'emporte aucune conséquence et le décompte du travail effectif se fait comme si l'agent avait effectué son service. Pourquoi on vous dit ça? Parce que comme l'été, il travaille beaucoup et que l'hiver, il travaille moins, globalement, si l'hiver, ils chopent un virus, ils sont plus à même de tomber malades sur des temps de congé que des temps de travail. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pas normal par rapport aux autres, en fait, qui sont eux, qui travaillent de la même façon toute l'année. Donc c'est pour ça qu'on essaye de lisser et que tout le monde soit au même niveau. Donc, si l'arrêt de travail intervient sur un jour non travaillé au planning, pas d'incidence. Si l'arrêt de travail intervient sur un jour travaillé au planning, que cela soit en période haute ou en période basse, c'est-à-dire en hiver ou en été, la journée est comptabilisée pour la durée de travail prévue au planning, au nombre d'heures qui sont sur la journée, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai été claire? Est-ce que vous avez tout compris? J'ai une question, s'il vous plaît. Allez-y. Si la journée d'arrêt maladie est considérée comme journée de travail, est-ce que le droit au congé est reporté? Bah oui. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'on met ça, parce que, en fait, voilà. En fait, c'est considéré comme journée effective. Donc, ils ne sont pas en congé, quoi. Voilà. Pas d'autres questions? Je vous propose de le passer aux voix, du coup. Qui vote contre? Qui s'abstient? Bon, c'est un plus pour les agents, hein, de toute manière. L'objectif, c'est pas un moins, hein, c'est un plus. Hein. Merci beaucoup. C'était pas clair, comme on avait un fonctionnement un peu différent sur l'annualisé, il était important d'avoir une délibération claire. Création d'emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité. Donc, le conseil municipal vote, hein, pour les emplois saisonniers et nécessaires. Et donc, on doit créer 2 postes pour accueillir les touristes au camping. Vous vous rappelez que nous avions une personne qui avait été embauchée qui faisait camping et attractivité. La personne nous a quittés, on ne l'a pas remplacée, en fait, hein, à poste équivalent. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé de recréer donc 2 postes au camping de 8 mois. Ce ne sont pas des postes à temps plein sur l'année et ce ne sont pas des postes dans le tableau d'effectifs, ce sont bien des postes saisonniers. Voilà. Et donc, on a 2 postes d'adjoints administratifs à temps complet du 18 mars au 18 octobre, très précisément. Donc, ce sont les dates d'ouverture et de fermeture du camping, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et c'est l'accueil et la réception du camping municipal. Avez-vous des questions par rapport à ces 2 postes? Oui, monsieur Néron. Avec le micro, monsieur Néron, s'il vous plaît. J'ai reçu le conducteur du CST du 25 janvier et en plus de ces 2 postes administratifs, il est demandé au CST de valider 3 postes d'adjoint technique à hauteur de 17,5 35e. Alors, est-ce que c'est un oubli, là, ce soir, au Conseil ou est-ce que... Non, c'est parce qu'on passera ça au Conseil d'après. Ah, d'accord. Voilà. Mais on le passe au CST d'abord. Les 2 postes du camping sont obligatoires. Entre guillemets, obligatoire, parce que si on veut ouvrir le camping, il nous faut nos agents. Les 3 postes sous service technique ne sont pas forcément obligatoires, donc on veut avoir l'avis du CST avant. Voilà.
Mais les 2 postes du camping, si on veut ouvrir le camping, il faut qu'on les recrute. Et si on veut l'ouvrir en mars, on est fin janvier, il faut absolument qu'on puisse recruter. Voilà. Donc c'est pas un oubli, hein, on passera les postes après. Voilà. Pas d'autres questions, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors en urbanisme, nous avions avenue de Saumur, un terrain municipal où était positionné un hangar ouvert, où nous avions quelques véhicules qui se garaient pour des associations, etc. Ce terrain est constructible, il est en plein centre-ville. C'est pas la peine que je vous rappelle la loi ZAN, zéro artificialisation nette. L'objectif pour nous, c'est de redensifier évidemment et de construire sur nos terrains constructibles du centre-ville avant de s'étaler vers des terrains plutôt agricoles. Donc ce terrain est constructible, il ne sert pas à grand-chose parce qu'il n'y avait plus que 2 véhicules dessous. Donc nous avons décidé d'arrêter de louer cet espace et de le mettre en vente. Mais en fait, on n'a pas eu le temps de le mettre en vente, que nous avons un habitant qui est venu nous demander s'il pouvait l'acheter, son objectif étant de construire des logements dessus pour des locatifs. Alors, nous qui cherchons partout des maisons à location, comprenez, c'est une bonne nouvelle. Nous devions détruire le hangar, ce qui nous aurait coûté une certaine somme d'argent. La démolition a toujours un coût. Et puis ensuite, vendre le terrain. La personne qui achète le terrain veut l'acheter en l'état et veut s'occuper de la démolition. Ce que je trouve très, très bien. Pas de problème. Bon, voilà, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est un professionnel du bâtiment en plus. Donc, je n'ai pas d'inquiétude du tout. Voilà. Et donc, je vous propose qu'on accorde la vente à cet habitant du Lude, puisqu'il habite au Lude, hein, c'est un habitant du Lude, cette parcelle de 543 mètres carrés au prix de 9 946 €, en sachant qu'il prend à sa charge la démolition. À titre d'information, une démolition comme ça, on en avait entre 5 et 6 000 €. Voilà. Donc la parcelle est située en zone urbanisée à vocation mixte, pas de problème. Et donc ça lui permettra de construire 2 maisons. Les frais sont à charge de l'acquéreur, évidemment, les frais de notarial, etc. Voilà. Pas de questions particulières, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, si on a 2 maisons qui se construisent là. C'était l'objectif aussi de la vente de nos terrains constructibles, c'est d'avoir des porteurs qui construisent. Hein, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on n'a pas eu besoin de la mettre en vente, que déjà on avait une proposition. Donc c'est quelqu'un qui lit sans aucun doute le conseil municipal. Tant mieux. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons une convention d'occupation temporaire. C'est donc les équipements de télérelève, d'objets connectés. Et c'est l'abrogation de la délibération qu'on a déjà passée le 12 octobre 2023. En fait, on a changé le lieu d'implantation. C'est pour ça qu'on modifie la délibération. La délibération que nous avions votée, c'était une implantation sur la mairie, au-dessus. Et dans le cadre des petites cités de caractère, on nous a expliqué que c'était pas bien d'avoir quelque chose en plein milieu du centre-ville historique avec une antenne connectée. Et donc, après discussion avec le département, puisque c'est le département qui porte cette action, il nous propose de le mettre sur le bâtiment Ronsard. C'est ça? Non, pardon, sur le service technique. Voilà, sur le service technique qui est donc pas en centre-ville et qui donc est moins visuel de nos bâtiments patrimoniaux. Pardon. Voilà, c'est tout ce qui change, hein, c'est le lieu d'implantation sur. Pas de questions particulières, je vous passe. Si, parce que l'antenne est assez haute, non? Ah bah s'il le propose, c'est que oui. Elle est haute, l'antenne? Ouais. Pas de questions, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On a fini notre conseil municipal qui était assez rapide. Quelques questions, quelques informations, pardon. Vous confirmez que la Fondation du patrimoine, vous vous rappelez, je vous ai dit que nous avions eu un prix valorisation pour la jumenterie, et donc je vous confirme que nous avons bien reçu un financement de 12 000 € de prix de valorisation qui va venir en déduction du montant du chantier de la 4e année. On vous avait dit qu'on cherchait des subventions. On les cherche, on y va. Et puis maintenant, je vais passer la parole aux adjoints. Madame Bourrel en premier. Alors, pour vous annoncer, d'une part, le 11 décembre est arrivé Axel Vauvard, que vous avez ici présent.
avec nous, en remplacement de Monsieur Duclos à la communication, du coup, et aussi au service RH, l'arrivée depuis le 8 janvier de Madame Delphine Girard. Donc ça pour la partie RH. Juste pour informer quand même, sur le poste RH, vous vous rappelez, c'est une agent de la collectivité qui est en disponibilité, donc qui n'est plus dans la collectivité pour le moment, le temps de sa disponibilité, et que donc nous avions recruté dans un premier temps une société externe qui nous faisait notre ressources humaines, et nous avons trouvé donc Madame Girard qui correspond aux compétences et qui a accepté en fait un contrat de la durée de la disponibilité de notre agent, parce que ça c'est particulier quand même, puisqu'en fait on ne peut lui faire des contrats que sur la période de disponibilité. Notre agent peut redemander une disponibilité, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Voilà. Donc la personne, si notre agent redemande une disponibilité, on continuera son contrat. Mais dans le cas contraire, et le retour de l'agent, eh bien Madame Girard, son contrat se terminera. Donc merci à elle, parce que c'est pas simple quand même de trouver sur des situations un peu comme ça, parce qu'en termes de pérennité et de visualisation de l'avenir, c'est pas simple quand même, puisqu'elle dépend en fait du poste de l'agent. Voilà. Et ensuite, il a été signé de gré à gré des contrats d'assurance dommages aux biens et responsabilité civile avec Groupama depuis le 1er janvier 2024. C'est important de dire que, vous vous rappelez, on avait des gros soucis d'assurance et j'avais beaucoup d'inquiétudes puisque nos contrats s'arrêtaient au 31 décembre 2023. Donc j'avais beaucoup d'inquiétudes au 1er janvier 2024 de ne plus être assuré pour l'ensemble de nos bâtiments. L'assurance sur les véhicules, tout ça, il n'y a pas de problème. C'était vraiment sur nos bâtiments, essentiellement lié au fait qu'on a eu, c'est toujours la même chose, l'incendie à Pontfour, et que les assurances aujourd'hui, dès qu'il y a un pépin, ils nous virent. Il faut savoir qu'on a encore 100 communes en France qui aujourd'hui n'ont pas d'assureur. Donc c'est vraiment des grosses difficultés pour les collectivités. Et d'ailleurs, le gouvernement s'est penché dessus parce que quand on trouve une assurance, et là on a la chance que Groupama nous a accepté et nous a pris. Par contre, l'augmentation tarifaire, elle est là quand même, évidemment. Et ensuite, pour vous annoncer le lancement au 10 janvier 2024 de la consultation pour les travaux de l'immeuble rue du Bœuf. Tous conscients, l'immeuble rue du Bœuf, des travaux qui devaient se faire en 2019, rappelez-vous, complètement bloqué par le Covid, et qui a dû être relancé suite aussi à un architecte qui n'a pas suivi les travaux. Donc nous avons dû retrouver un nouvel architecte, etc. Donc enfin, la consultation arrive en 2024 et les travaux commenceront en 2024. Donc on avait mis une très belle bâche où c'était marqué 2019. On va pouvoir mettre 2024 dessus maintenant. Et du coup, je répondrai à votre question. Oui, c'est parce que c'est lié, ou je réponds si vous voulez. Bon, donc vous m'avez sous-entendu qu'une rumeur dans le LUT disait que l'AISP arrêtait son activité. Alors, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, nous allons retravailler toute la façade, mais on en a profité évidemment avec l'AISP pour travailler avec eux sur l'aménagement global intérieur. Vous savez. Vous situez où c'est la rue du Bœuf, donc vous avez la partie épicerie, et puis ils avaient une partie couture à une époque, et puis ça a été transformé ensuite en pressing. Le problème, c'est qu'entre le moment de la couture et du pressing, il n'y a pas eu de travaux dedans et ça n'a pas été adapté en fait. Donc ils ont des besoins aujourd'hui, des besoins importants en termes d'évacuation d'eau, en termes d'aération, etc. Donc du coup, on en a profité de faire les travaux extérieurs pour faire les travaux intérieurs, et donc on va déplacer le pressing. On va le remettre de l'autre côté. Enfin, il y a toute une réorganisation pour que tout soit en sécurité et puis surtout qu'on ait les évacuations qu'il faut, etc., etc. Donc, comme on fait tous ces travaux-là, évidemment, l'AISP ne pourra pas rester dans les locaux pendant les travaux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent leur activité. Simplement, nous avons travaillé avec eux pour trouver une solution. Et donc, ils vont intégrer un des bâtiments économiques où ils vont pouvoir faire le pressing, parce que alors trouver un bâtiment pour mettre un pressing, vous savez, c'est très particulier en termes de ampérage, puissance électrique, etc. Donc le bâtiment, on a un bâtiment industriel qui correspond bien, donc ils vont pouvoir faire leur pressing et leur épicerie solidaire. Donc pendant la durée des travaux, en fait, leur activité continuera, mais sur le bâtiment économique, et ensuite, ils réintégreront un bâtiment neuf et adapté à leur activité. Voilà. Donc eux, ils sont très contents, et donc c'est pas du tout... c'est au contraire pour soutenir leur activité, parce que ça marche plutôt bien, le pressing. Donc voilà. Monsieur Ami. Donc, information aux administrés sur le compostage obligatoire au 1er janvier de cette année.
sur les biodéchets. Donc 2 réunions d'information auront lieu mardi 13 février, une en fin de matinée et une en fin d'après-midi à la salle Girard. Je serai également présent avec le maître composteur du syndicat à l'Assemblée générale des aînés ruraux à Dissay-sous-Lude le 7 février. Donc, je suppose que vous compostez tous déjà très bien. Donc, pourquoi, Sonia, tu tournes la tête? Peut-être qu'on peut quand même, parce que Michel, tu étais intervenu sur... Il était intervenu, monsieur Ami, sur les vœux, mais on a déjà mis des composteurs collectifs, nous. Oh, la tête de monsieur Ami. Si, tu en as montré en bois qu'on a mis au cimetière. Ah bah non, bah, je sais quand même qu'on a mis des composteurs collectifs. On est déjà en avance là-dessus. Alors, ce ne sont pas des composteurs de ménage, mais ce sont quand même un composteur collectif pour le cimetière. T'as vu que je suis quand même, alors? Bah oui, alors. Non, 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 c'est pas fait pour ça. Non, tu viens pas avec ton sac non, pour aller au cimetière. Mais c'est tout un travail qui va être fait, hein, de toute manière. Comment? Parce que c'est bien cette loi, mais comment on récupère? Comment on met en place? Est-ce qu'on met des composteurs chez les gens? Est-ce qu'on met des composteurs collectifs? Il y a une vraie réflexion qui doit se porter là-dessus. Et donc, du coup, le syndicat qui en a la compétence, c'est pas nous, va expliquer tout ça le 13 février. C'est ça même. Ils nous ont déjà distribué des composteurs et à l'entendre ça. Alors, pas distribués, parce qu'il faut les acheter, hein, les composteurs, en fait, Oui, mais tu on peux acheter payait des la moitié composteurs. prix, Oui, moitié c'est ça, prix. tu peux acheter des composteurs pour mettre chez toi, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas une obligation, en fait. C'est vrai qu'il a raison, Mahmoud, mais le problème, c'est surtout pour l'habitat collectif ou l'habitat ancien dans le centre-ville où les gens n'ont pas de jardin. Et là, effectivement, il faut... C'est fait partir des gens qui ont le plus gros potentiel de déchets à recycler, enfin à valoriser. Alors, monsieur Delaunay. Alors, en attractivité, donc, je reprécise simplement encore l'ouverture de la crêperie Madeleine qui devait effectivement ouvrir début janvier, mais pour des raisons de conformité à l'échelle électrique, on a pris un petit peu de retard. Donc, comme l'a précisé Madame le maire pendant ses vœux, ça ouvrira bien le 7 février. Donc, vous allez pouvoir, à partir du 7 février, vous allez pouvoir aller déguster vos premières crêpes sans aucun souci. Deuxième information, la ville de Lude a reçu samedi, a eu le plaisir de recevoir samedi le comité d'élection de Miss Excellence Pays de la Loire, dont je faisais partie du jury. Et donc, ça a été une belle soirée. Et je tiens à remercier, à féliciter notre belle école de danse ludoise qui a bien rythmé tous les intermèdes de cette belle soirée. Je vais préciser aussi, parce que j'ai été agréablement surpris, c'est qu'il faut continuer à supporter ces grandes manifestations qui nous font, une, remplir le Ronsard, et deux, qui nous font travailler tous nos hébergeurs, parce qu'on avait des gens qui venaient du pays nantais, de la Vendée, et un peu partout des pays de Loire, qu'on fait travailler à la fois nos restaurateurs, nos hébergeurs, des gîtes étaient tous complets. Donc, quelque part, il y a un fort atout économique à préserver et à encourager. Voilà pour cette manifestation. Et troisième information, nous remercions les 18 élus impliqués dans la distribution du Loir-et-Marconne, ainsi qu'une grande partie des membres du Conseil des sages. Ce nouveau modèle de distribution ne suscite quasiment aucune remarque de distribution de la part des citoyens ludois, et nous nous en félicitons. Cependant, nous sommes 29 élus, et nous souhaiterions une plus forte participation pour cette distribution. Ouais, on a un petit peu d'absents aux abonnés. Donc, merci pour votre implication et à tous, et bienvenue aux petits nouveaux qui voudraient participer. Juste peut-être en complément, on avait reçu Miss 15-17 l'année dernière ou l'année d'avant? Ah bon? 3 ans? D'accord. On l'avait reçu. Et puis, on avait reçu bien avant aussi une autre, puisque moi, je me rappelle avoir participé au tout début. On avait c'était Miss Prestige à l'époque. C'était ce nom-là qu'on avait reçu aussi à l'espace Ronsard.
Donc on est un terrain de Miss quand même, donc je tiens à le dire. Et donc normalement, c'est ce qui a été annoncé au vœu aussi, normalement, donc Miss Excellence Pays de la Loire va donc mettre son siège social au Lude du coup. Et va s'installer dans un des commerces du Lude et aura donc son siège social régional au Lude. Voilà. Donc ça leur permettra de continuer à travailler puisque le responsable qui est sur le Lude, entre guillemets, enfin sur le secteur, s'occupe aussi de Miss Excellence nationale. Voilà. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt bien. On aura une... Je ne regrette pas la mission que m'avait confiée Madame le maire. J'étais ravi de passer une belle soirée, je vous assure. C'est bien de partager, et donc c'est vrai que d'être jury, c'est une expérience intéressante. Il faudra passer votre place aux autres qui souhaiteraient y participer la prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup, Madame. Alors, juste... oui, pour la crêperie Madeleine, donc voilà, n'hésitez pas à y aller aussi en tant qu'élu pour soutenir cette démarche. Je l'ai dit au vœu, hein, mais c'est vrai que beaucoup de Ludois nous disaient il n'y a plus de crêperie, il n'y a plus de crêperie. C'était une vraie demande et donc on y a beaucoup travaillé. Hein. Je vous rappelle quand même qu'on a acheté le bâtiment, enfin bon voilà, on a trouvé le porteur, on l'a installé, donc c'est une belle réussite. Merci beaucoup en tout cas, et puis merci Philippe aussi de suivre ces dossiers-là. Madame Petit. Alors, donc, pour vous dire qu'en fin d'année 2023, il y a eu des travaux qui ont été réalisés donc, à la résidence Autonomie des Lilas, au niveau du couloir, donc tout ce qui est peinture, revêtement de sol. Donc, c'est des couleurs un petit peu flash, mais qui plaît aux résidents. Donc, je vous invite à aller voir la nouvelle résidence Autonomie, surtout en salle d'animation. Et puis vous dire que bientôt, on aura également une petite pancarte où il y aura marqué « Résidence Autonomie des Lilas » et il y aura plus marqué « Foyer des Lilas ». Donc c'était la demande des résidents. Voilà, c'est bon pour moi. Peut-être juste rajouter l'association des professionnels de santé du Lude nous a invités à une réunion sur la santé au Lude organisée par l'intercommunalité et les professionnels de santé. Comme nous n'avions pas d'invitation par l'intercommunalité, c'est les associations de professionnels de santé du Lude qui nous ont invités. Donc on sera bien évidemment présents. L'idée est de parler de la maison pluridisciplinaire de santé, voilà, et des professionnels qui peuvent arriver et qui vont arriver sur le territoire, puisque j'ai annoncé au vœu 3 professionnels. On est en cours pour travailler avec eux, donc ils vont s'installer au fur et à mesure de l'année, mais c'est plutôt intéressant. Et j'ai cru comprendre là aujourd'hui par des voies de mail qu'il y aurait 2 autres professionnels aussi qui seraient intéressés pour s'installer. Donc vous voyez ça. Voilà, je pense quand même que l'association professionnelle de santé qui a été validée par l'ARS va nous donner aussi un plus en termes de communication extérieure. Maintenant, je l'ai dit et je le répète là sans aucun problème, il faut trouver des bureaux et des lieux d'accueil pour ces nouveaux professionnels de santé. Aujourd'hui, le cabinet médical municipal à l'Abbé est complet. Le coworking n'est pas censé être une maison médicale, puisque le projet de l'intercommunalité, c'est de mettre la maison médicale dans les bureaux administratifs en face du coworking. Et nous, notre volonté du conseil municipal, c'est de garder le coworking sur le Lude, voilà, et qu'il ne disparaisse pas. Sauf que là, en urgence, l'intercommunalité installe des professionnels de santé dans le coworking, ce qui m'inquiète un petit peu. Il faut bien que ce soit du temporaire et non pas du fixe, hein, puisque l'idée pour nous, quand même, c'est dans l'attente de la maison pluridisciplinaire de santé. Voilà. Et donc, nous, pareil, commune, il faudra sans doute qu'on réfléchisse ensemble, et je reviendrai vers vous lorsqu'on aura la concrétisation des installations des professionnels de santé pour savoir où on les installe. Voilà. Aussi. Donc il y a encore des bâtiments de libre sur la maison de santé de l'hôpital, mais on sait que c'est compliqué parce que ce sont des bâtiments non rénovés et qui ont des gros défauts d'insonorisation et d'isolation, donc ce sont des vrais sujets. Mais voilà, il faut qu'on travaille avec nos professionnels de santé aussi dans l'idée de leur dire qu'ils peuvent s'installer au Lude, mais que normalement le courrier que nous avons reçu de l'intercommunalité que j'ai dû vous transmettre annonce une maison pluridisciplinaire en 2025. Donc 2025, c'est dans pas longtemps. Donc il faut qu'on puisse garder nos professionnels de santé, voire accueillir nos nouveaux professionnels de santé dans l'attente de l'ouverture de cette maison pluridisciplinaire.
Donc il faut qu'on trouve des solutions. Voilà. En tout cas, on ira à la réunion et vous fera un retour. Voilà. Monsieur Frison, est-ce que vous avez eu le sujet de cette réunion dans la commission Santé Solidarité? D'accord. Okay. Monsieur Le Gallay. Je vais commencer par un petit bilan. Je suis un peu enrhumé, donc ça va peut-être être un peu, mais ça va peut-être aller quand même. Le bilan de l'année 2023 au niveau du cinéma. Nous avons projeté 132 films, avec un total de 3687 spectateurs, dont 664 places gratuites. Et une recette brute, alors j'ai dit une recette brute parce que vous allez voir qu'après elle diminue considérablement, de 13 761 €. Mais en net, nous n'avons que 5 666 €. Parce qu'on y impute là-dessus une 50% sur les recettes pour les distributeurs, la TSA de 12%, 12,70%, qui est la taxe additionnelle versée au CNC. Voilà, ouais. On peut pas passer à côté d'eux pour faire quelque chose. Et la prestation de Madame Hanot, qui assure le lien justement avec le CNC. À fin décembre, nous avons 316 abonnés au cinéma qui ont utilisé en 2023 509 fois leur carte d'abonnés, mais seulement 24 ont bénéficié de la 6e place gratuite. Ça veut dire que les abonnés viennent peut-être une fois ou deux, mais pas plus. Période en cours, depuis le 1er janvier, on a un peu plus le sourire, car on a deux films qui nous ont rapporté beaucoup de spectateurs. Wish, je ne sais plus la date d'ailleurs du Wish, ouais, peu importe, 222 spectateurs, 120 l'après-midi et 102 le soir. Et Le Voyage en pyjama avec 336 spectateurs. Au niveau du culturel, le 14 janvier, l'Irrésistible Offenbach a attiré 67 spectateurs. À ce jour, nous avons 104 abonnés pour le théâtre. Je rappelle aussi qu'il est possible pour les spectacles à venir d'acheter les places chaque jeudi matin de 9h30 à 12h30 à Ronsard. Et puis on peut bien sûr continuer à les acheter en ligne sur le site du LUD. Pour les événements à venir, on espère vous voir demain pour voir Les Trois Mousquetaires Milady, qui est projeté demain soir. Et le programme des films est disponible sur le site du LUD, mais également à Ronsard, format papier, ainsi que dans la presse. Au niveau du culturel, nous avons le 28 janvier à 17h, Ma Région Virtuose. C'est la nouvelle appellation de la folle journée, pour ceux qui ne le sauraient pas. À 15h, Jessie Vignol, une artiste lyrique du LUD, propose une conférence sur la voix avant le concert du Quatuor Ellipsos à 17h. Le 9 février, Prémisse, hip-hop à 20h30, tarif 11 € et 7,50 €. Et dans le cadre de Malice au Pays, le jeudi 25 janvier et le lundi 26 février, nous aurons 2 spectacles avec les JMF. Ludothèque Bibliothèque, une soirée jeu le mardi 30 janvier de 18h à 22h. Le samedi 10 février, Oléry Chauveau racontera des histoires pour les petits jusqu'à 3 ans, de 10h30 à 11h, et pour les 4-6 ans, de 11h à 11h30. Enfin, les microfolies, café-musée, vendredi 2 février à 15h, sur le thème des châteaux de la Loire. Marianne Corbel, de l'association Art et Vert, vous invite à une conférence. Ciné-musée, samedi 10 février à 15h, après la projection du film Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, il y aura à la microfolie une conférence sur la Renaissance et Léonard de Vinci. Donc, on vous attend nombreux à Ronsard. Merci beaucoup, Jean. Alors, c'est vrai qu'on revient juste peut-être sur Le Voyage en pyjama, donc film qui a été tourné en Sarthe et en particulier au LUD. Et je remercie le docteur Auger qui a prêté sa maison pour ce tournage. On voit bien dans le film, en fait, il fait le tour et on voit devant la mairie. On a un chiffre qui est important puisqu'on a 340 spectateurs, ce qui est équivalent à la séance au Mans la veille. Donc on n'est quand même pas la même ville, le LUD Le Mans, et on a eu le même nombre de spectateurs. Voilà. 2 de plus ici. Alors, bon, magnifique, je note.
Donc voilà, c'est quand même un beau moment et c'est une belle mise en valeur quand même de la Sarthe et de notre région. Pascal Thomas est en plus un réalisateur très attachant et très gentil et avec qui je trouve qu'il y a beaucoup échangé avec le public. En fait, il y a eu pas mal de questions et c'était vraiment très très bien. Et à titre d'information, ils sont en train de réfléchir fortement, alors pas forcément Pascal Thomas, mais en tout cas Studio 7 qui est de Verneuil, hein, qui est nos voisins, à refaire un film en Sarthe, donc, et évidemment à revenir sur le Lude. Donc on les accueillera avec grand plaisir. Il est sorti au cinéma mercredi. Des critiques qui sont plutôt bonnes, sauf ceux qui trouvent que c'est un film un peu à l'ancienne, mais oui, c'est vrai. Et ça n'empêche que moi, qui ne regarde que rarement ce genre de film, j'ai passé un très bon moment de légèreté, de balade, de voyage. C'était très apaisant en tout cas, donc je vous conseille d'aller le voir. C'est comme ça aussi qu'on aura des films, c'est quand on a des spectateurs. Je peux rajouter, comme c'était en avant-première, on le repassera obligatoirement, je pense en mars. Début mars. Voilà, on est obligé de le refaire. Donc ceux qui n'ont pas pu le voir pourront venir. Ce sera les mêmes tarifs. Oui, alors on est obligé, oui. Enfin, de toute manière, on nous l'a demandé à la sortie s'il allait repasser. Donc il repassera début mars, en effet. Pas de souci. Très bien, mais je vous propose maintenant de passer aux questions de la minorité, Monsieur Frison. Oui, je vous en prie. Lors de la dernière réunion de la commission finances, sont apparues de réelles difficultés pour le service comptabilité du fait d'exigences de plus en plus contraignantes de la trésorerie, qui mettent à la fois ce service en tension et risquent de compromettre les relations avec les artisans du fait de paiements retardés. Alors évidemment, c'est subi, c'est pas de votre fait, mais je pense que l'Association des maires de France, que toutes les mairies, tous les maires, je pense, subissent cette contrainte et tous les services comptabilités, ça a l'air vraiment extrêmement prégnant. Alors juste par rapport à votre phrase, c'est essentiellement lié au fait, mais c'était pas une question et c'est pas de notre fait, mais en tout cas l'explication que je peux vous donner, c'est que avant nous avions plusieurs trésoreries. Nous en avions une à La Flèche, une à Montval, etc. On était répartis en fonction des trésoreries. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'une. Donc la trésorerie gère toutes les collectivités, d'où pour eux des grands délais aussi et des grandes contraintes qui se reportent évidemment sur nous. De plus, il a été noté que M. Charrier se voyait confier des missions qui ne relèvent pas nécessairement de son poste. Enfin, est de nouveau ressorti le problème de l'assainissement avec des réserves financières qui vont partir vers la Comcom et notre commune ne sera certainement pas prioritaire pour leur utilisation. Alors, M. Charrier fait quoi comme mission qui ne relève pas de son poste? Parce que je ne sais pas. Il a été évoqué des études qui pourraient relever de bureau d'études et pas de son travail à lui. Et puis, il a été aussi noté le Loir-et-Marconne, la distribution du Loir-et-Marconne. Alors, sur les études qui ne relèvent pas de lui et de cabinet, non, puisque légalement, en fait, la mairie ne peut pas faire en régie des études obligatoires, donc elle les fait toujours en externalisé. Donc, bon, là, j'ai pas de réponse à vous dire par rapport à ça. Et sur le Loir-et-Marconne, ben, vous savez, il est directeur, en fait, il n'est pas agent. Hein, donc, quand on est directeur, eh bien, on dirige son service et on participe aussi aux différentes actions de la commune. Donc, pour moi, ça fait partie aussi de son travail de diriger, de gérer ses équipes et de participer aux actions prioritaires de la commune. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Et M. Charrier ne s'est pas venu se plaindre. Donc, voilà, mais on lui posera la question. Quant au fait de l'assainissement avec des réserves financières qui vont partir vers la Comcom, ben, l'objectif, c'est qu'ils ne partent pas vers la Comcom puisque nos projets aujourd'hui de travaux sont là et vont utiliser cet argent-là. Donc, il n'y a pas de question sur ce sujet. Bah, il semble qu'il n'y ait pas de réunion Ah non, non, on a la dernière réunion qu'on a faite, on s'est réunis, on a annoncé tous les projets, etc. etc. Ghislaine, si tu veux le compte-rendu de la dernière réunion, il n'y a pas de souci. Mais en effet, on ne fait pas des réunions voirie et assainissement tous les mois, hein, puisque ce sont des gros dossiers. Pas eu encore, eh bien non, c'est vrai, c'est moi qui les réunis, donc je peux te dire que je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est normal parce qu'en fait, on attend le résultat du cabinet d'études, justement, qui travaille sur notre assainissement, ce que j'ai annoncé aussi au vœu. On a des moments de pluie d'orage sur la commune qui fait que nous avons beaucoup d'eau et donc on reverse dans le Loir de l'eau, ce qu'on ne doit pas faire. Donc du coup, on a un cabinet d'études qui travaille dessus. On attend les résultats de ce cabinet d'études et il faut savoir qu'on sera sans doute sur des projets financiers de travaux à hauteur de 1,5 million. Donc non, il n'ira pas à la Comcom, nos réserves d'assainissement. Ils vont faire les travaux du LUD. C'est prévu comme ça en tout cas.
Voilà. Puisque 2024, c'est la fin des études, le lancement du marché, et 2025, les travaux, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, Madame Levert, notez de renvoyer peut-être le compte-rendu de la dernière commission voirie. Mais qui c'est qui était à la commission voirie avec moi? De chez vous? Non, non, bah, toi, tu n'es pas de la minorité, Alexandra. C'était toi, Claude? Bah, donc tu l'as, le compte-rendu? Tu l'as eu, le dernier compte-rendu? Ah bah écoute, nous on l'a eu, le dernier compte-rendu, donc tu as dû l'avoir. Mais on va lui renvoyer à Ghislaine, il n'y a pas de problème. Question suivante. Pour le dernier numéro du Loir-et-Marconne, nous avions envoyé un texte pour nos voeux ludois qui a été publié. Cependant, il était accompagné d'une photo qui n'a pas été diffusée sans que nous en soyons prévenus. Les ludois ne nous connaissent pas, cette photo était pour nous nécessaire, d'autant plus que vous avez consacré une page entière pour vos propres voeux. Pouvons-nous compter sur sa publication lors du prochain numéro, accompagné bien sûr du coup d'un petit texte de présentation? Alors, Monsieur Frison, comme on vous l'a toujours dit, vous pouvez faire un texte et une photo à chaque Loir-et-Marconne. C'est votre droit le plus strict en tant qu'élu. Donc, tous les documents que vous nous donnez, on les envoie. Alors là, il y a eu un couac sur la photo. Voilà, bon, c'est vrai qu'on était entre l'arrivée d'Axel, etc. Donc, on en est forcément désolé. On a bien mis le texte, mais alors, qui n'a pas vu la photo? C'est une bonne question. Donc, on la remettra au prochain Loir-et-Marconne et puis préparez-nous le texte, aucun souci. Mais je rappelle que sur chaque Loir-et-Marconne, vous pouvez faire un texte. Il n'y a aucun problème. Voilà. Il semble que la voie verte du côté de la zone industrielle ne soit pas éclairée. Y a-t-il moyen d'y remédier? Alors, donc, il faut rappeler juste que la voie verte, ce n'est pas la commune, c'est la communauté de communes, hein, je vous rappelle. La voie verte est de responsabilité intercommunale. Et donc, on a fait un mail à la communauté de communes, M. Charrier, en charge de la voirie, qui a demandé, qui a précisé que l'éclairage de la voie verte ne fonctionne plus entre le Boulodrome et le boulevard des Tourelles. Oui. On a demandé une intervention d'une entreprise pour la remise en route de l'éclairage. On a aussi noté que l'armoire de commande se trouve en face de la voie verte sur le boulevard des Tourelles. Et on attend la date d'intervention, mais on n'a pas de réponse de l'intercommunalité pour le moment. Oui. Vous pourriez être passé, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois, tous les câbles sont coupés et arrachés. Donc, oui, oui, ça c'est vrai. Donc est-ce qu'il faut vraiment les remettre? Je me pose la question. Mais oui, c'est vrai que c'est d'intérêt communautaire, oui, mais c'est du vandalisme. Oui, oui, oui. Mais c'est pas forcé qu'ils soient remis en place. Hein. Ça fait quand même 2 fois, vraiment, il n'y a plus rien. On vous redira parce que c'est l'intercommunalité, c'est pas nous, donc on vous dira. Alors, une autre question. Que sont devenus les bancs qui étaient partis vers les services techniques se faire à lifting? Quant à ceux qui sont revenus, il semble que le résultat ne soit pas très parlant. La peinture s'écaille. Alors, j'avais pas ça sur le texte, moi, mais oui, moi, je l'ai refait. D'accord. Ok, alors moi j'avais pour répondre à votre question sur l'inventaire des bancs publics. Oui, voilà. En effet, il y a bien un inventaire des bancs publics avec une vérification de leur état. Nous avons un apprenti en peinture que nous avons pris, rappelez-vous, nous l'avons voté, qui a travaillé sur tous les bancs, qui les a tous repeints, etc. Donc ils vont être reposés ces bancs-là, en tout cas bientôt. Ceux que tu dis écaillés, c'est ceux qui ont été repeints aux couleurs de logo, qui sont des bancs qui ont été repeints il y a 3-4 ans maintenant. Donc c'est plutôt logique que ça s'écaille. Les bancs, ils sont tout le temps dehors. Donc, il semblerait qu'il y avait un problème parce qu'ils avaient été repeints sans avoir eu le temps de sécher avant. Alors ça, je sais pas, je suis pas dans les services techniques à regarder, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que s'ils s'écaillent, eh bien, comme tout banc, ils vont être repris. Et comme aujourd'hui, on a une volonté de ne plus être dans ces couleurs-là, de toute manière, ils vont être repris. Voilà. Donc, voilà. Après, la seule chose, Ghislaine, j'assume que certains bancs ne soient pas remplacés. Oui. Parce qu'on a des bancs où j'ai jamais vu quelqu'un dessus, quoi. Oui, à part des déchets, ou alors des bancs qui sont hyper mal placés, voire dangereux. Donc, l'objectif pour nous, c'est de récupérer les bancs, de les rénover, qui sont en bon état, et de les remettre à des endroits qui sont quand même intéressants. Il y a des endroits, par exemple, où il n'y a pas de bancs aujourd'hui, et que autour des Lilas, par exemple, on sait que parfois, pour aller à Intermarché, c'est intéressant d'avoir un banc pour faire une pause quand on marche. Il y en a encore qui sont restés, qui n'ont pas été enlevés. Ah, c'est normal. Je ne veux pas m'asseoir dessus. Hein, parce que... Oui, mais c'est normal, parce que c'est au fur et à mesure, on en a beaucoup, Ghislaine, donc ça se fait au fur et à mesure. Il faut savoir que l'apprenti peinture, il faut récupérer les bancs, il faut les poncer complètement. Il faut tous les repeindre, il faut tous les revernir, hein, parce que sinon la peinture, en effet, elle s'écaille, elle ne tient pas. Il y a le temps de séchage, etc. Et ensuite, il y a le temps de repose. Donc, de toute manière, et il ne peut en faire qu'une dizaine à chaque fois.
Et on en a beaucoup sur quasiment une centaine. Voilà. Donc, tu vois, voilà. Donc, le temps que ça tourne, ça va tourner un petit peu. 145 exactement. 145 bancs sur la commune. Voilà. D'accord. Merci. Excuse-moi, j'avais fait la phrase. Qui c'est maintenant? Oui. Où en est l'allocation vente des bâtiments éco? Pouvez-vous nous rappeler leur date de livraison et à combien se montent les dépenses liées à ces bâtiments? Emprunt, entretien. On n'a pas ça dans tes questions. Hein. Comment? Ah bah si. Ah oui, pardon. Mais en fait, vous faites des mélanges de questions, Monsieur Frison, exprès pour me perdre. Ah, c'est fait exprès. C'est pour votre gymnastique intellectuelle. Pour revenir à nos bâtiments, effectivement, et ça, au moins, ils auront fait couler de la salive, parce qu'effectivement, on en parle quasiment à tous les conseils. Donc, je pense que l'auteur étant M. Frison, j'ai préparé une petite réponse voilà, pour M. Frison et puis l'ensemble de mes collègues. Donc, M. Frison, merci de me poser la question quasiment à chaque conseil. Cela prouve que vous portez un grand intérêt aux enjeux de la vie économique de la commune nouvelle. Merci. Cependant, je suis surpris qu'en tant que membre de ma commission attractivité, vous n'apportiez pas plus de solutions et encore moins de porteurs de projets lors de nos réunions, qui, pour info, la dernière était lundi dernier. À chaque réunion, nous évoquons ce sujet, à chaque conseil aussi d'ailleurs, et évoquons des pistes pour mettre en avant ces bâtiments, et je m'aperçois qu'il ressort que du yaka faucon et des questionnements de votre part, et ceci lors des conseils municipaux. C'est peut-être médiatique pour vous, mais ça n'apporte pas beaucoup de solutions à la collectivité. Bref, pour répondre à vos questions, un bâtiment est loué à la Croix-Rouge. Aujourd'hui, un bâtiment est loué à la Croix-Rouge depuis le 1er janvier. Un bureau attenant va être loué prochainement à une entreprise de communication. Un autre sert momentanément de stockage pour des matériaux de la ville et un autre servira à l'ISP durant la période de travaux, comme l'a précisé Madame le maire tout à l'heure. Toutes ces occupations sont liées à des baux précaires et donc peuvent être disponibles rapidement pour l'accueil d'un prochain artisan. J'avais effectivement annoncé il y a quelques mois la visite très intéressée d'un artisan en cours de reprise d'entreprise dans le secteur et qui souhaitait s'installer au LUD. Et malheureusement, j'ai appris aujourd'hui, par questionnement, parce que je ne voyais pas de réponse, que malheureusement son projet n'a pas été suivi par la banque. Donc encore un qui a duré 6 mois dans l'attente, comme beaucoup de porteurs de projets qu'on reçoit régulièrement en mairie. Je vous assure que j'arrête pas de le dire, on en reçoit régulièrement, encore 2 aujourd'hui. Et malheureusement, il n'y en a qu'un faible pourcentage qui arrive au bout. Et encore plus pour des grosses installations comme ça, qui sont grosses pour ces artisans-là, qui peuvent être petites pour nous, mais c'est quand même important. Comme nous l'avons dit en commission, nous allons rapidement confier la location de ces bâtiments à une ou des agences expérimentées en affaires de bâtiments commerciaux. Concernant les coûts d'entretien, comme vous avez posé la question, ils sont entretenus par nos services. Donc on a 0 coût d'entretien par les entreprises extérieures. Et juste pour information, ça je devais rajouter, on a fini la clôture qui était prévue du premier bâtiment. Voilà. J'espère que ma réponse vous a satisfait. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que vous m'attaquez personnellement. Moi, il n'y a jamais personne qui vient 10 rue des Bichousières me dire « moi, je cherche un logement ». C'est vous qu'on vient voir ça à la mairie, c'est pas moi qu'on vient voir. Je ne peux pas vous amener je suis pas porteur de projet, je ne peux pas vous amener des idées. Alors, moi, si je connaissais quelqu'un qui cherche un local, je vous enverrais tout de suite, évidemment, quand même. Je ne suis pas idiot, je veux que ma commune vive. Moi non plus. Mais dans ma commune, s'il vous plaît, je suis en train de parler, je ne vous ai pas coupé, d'accord? Donc, je finis. Dans ma commune, on a construit 3 bâtiments éco pour faire une entreprise, pour créer des emplois. C'est ça surtout qu'il y avait derrière et qu'on attend. Et il n'y a rien. C'est ça qui m'inquiète. Et c'est pour ça qu'à chaque conseil, on repose la question. C'est pas pour vous emmerder, c'est pas pour me faire mousser, pas du tout. C'est parce que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est pas une question personnelle, du tout. Et oui. À la commission, si j'entends des trucs, moi je vous le dirai, évidemment, bien sûr. Mais personne vient 10 rue des Bichousières me dire « Monsieur Frison, est-ce que vous auriez une idée d'un endroit où on pourrait s'implanter ?» Non, c'est vous qu'on va voir.
Je suis désolé, il ne faut pas tout mélanger. Mais sans cesse, M. Frison nous pose la question, avec toujours l'impression que la commune, la ville ne fait rien pour ces bâtiments et ils sont peut-être à les laisser vides. Non, alors qu'on y travaille, toutes les semaines. Mais non, mais c'est qu'on a construit 3 bâtiments qui servent à rien. C'est ça la question. Absolument pas. Pourquoi ça servir à rien? Juste pour repositionner les choses. D'abord, M. Frison, nous n'avons pas construit 3 bâtiments économiques pour créer de l'emploi sur le LUD et installer des nouveaux artisans. Je rappelle, reprenez la délibération. Nous avons construit 3 bâtiments économiques suite à un incendie à Pontfour où nous avons l'obligation par notre assurance de reconstruire les 3 bâtiments économiques pour installer les 3 entreprises qui se retrouvaient sans locaux. D'accord ? Sauf que entre le moment où nous avons pris la décision de reconstruire ces bâtiments communaux qui avaient brûlé et le moment où on les a livrés, les 3 entreprises en question avaient mis la clé sous la porte. Sans doute lié d'ailleurs à l'incendie. Mais nous avions l'obligation de le faire. Donc d'abord, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons eu le droit de le faire, parce que je rappelle que la compétence économie, elle est intercommunale, qu'aujourd'hui l'intercommunalité monte des bâtiments blancs à Loire-Écoparc, à Recueil, pas au Lude d'ailleurs, je tiens à le noter, et que l'intercommunalité ne nous a pas aidés sur ce sujet. Donc nous avons construit ces 3 bâtiments pour les 3 entreprises de Pontfour qui n'ont pas pris ces bâtiments parce que, tout simplement, les entreprises ont fermé leurs portes. Néanmoins, ces bâtiments, ils sont là. Ensuite, nous avons eu un deuxième écueil, c'est que nous avons eu une malfaçon sur la construction de ces bâtiments. Donc, quand vous demandez leur date de livraison, je peux vous donner la date de livraison officielle, c'est-à-dire quand nous avons fait les travaux suite à la non-conformité, etc., etc. Et donc, la date de livraison officielle, elle est en gros au 1er décembre. C'est-à-dire, il y a un mois. Donc moi, je veux bien jouer là-dessus, mais ça voudrait dire qu'il n'y a qu'un mois qu'on cherche. Non, ça fait beaucoup plus que ça. Hein. D'abord. Et puis ensuite, sur le montant, par contre, de l'emprunt, alors en effet, c'est un emprunt. Hein. Je vous rappelle quand même que sur le montant global qui était à 1,4 million, nous avons eu 400 000 euros de DETR, hein, donc on est redescendu à 900 000, et que là-dessus, nous avons eu 500 000 euros d'aide de l'assurance. Donc ce sont des bâtiments qui nous ont coûté 350 000 euros pour la commune. Hein. 3 bâtiments à 350 000 euros. Donc je veux bien vous donner le montant du remboursement des 350 000, mais je peux vous dire que c'est pas beaucoup pour 3 bâtiments de ça. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas des bâtiments qui coûtent à la commune, tout simplement parce que nous avons été énormément aidés sur ce bâtiment et que nous avions l'obligation de les reconstruire. Néanmoins, après cette explication, l'objectif pour nous, c'est quand même d'installer des artisans dans ces bâtiments. Par contre, on a été obligé de reconstruire les bâtiments à l'identique des surfaces qui ont brûlé sur Pontfour. Donc déjà, nous avons créé 3 bâtiments identiques, sauf un où il y a un quai. Mais potentiellement, ce sont des bâtiments avec des surfaces de stockage de 150 mètres carrés ou 300 mètres carrés, ce qui n'est pas beaucoup en fait. Aujourd'hui, on a beaucoup de porteurs de projets qui travaillent sur la logistique et 300 mètres carrés, c'est pas assez, hein, très clairement. Bon. Donc là, ce sont des bâtiments qui doivent servir à des activités plutôt artisanales avec peu de demandes de surface de stockage, en fait. Et ça, c'est pas si simple à trouver. Donc oui, en effet, on cherche, on ne trouve pas pour le moment, mais ça ne veut pas dire qu'on cherche pas. Je rappelle quand même que les bâtiments économiques, nous les avons montés, mais qu'en même temps, nous avons aussi installé Acoustique Compagnie, qui crée aujourd'hui plus d'une dizaine d'emplois tous les ans, mais on ne l'a pas créé dans les bâtiments économiques, mais dans un autre bâtiment de la zone des Tourelles. Donc de toute manière, l'activité économique, on le fait. Je pense que vous avez vu au VEU, il y a énormément de commerces et d'entreprises qui s'installent. Alors peut-être pas dans ces bâtiments économiques-là, mais tout autour, voire des projets aussi de création ou de construction. Donc on continue avec Philippe à trouver l'artisan qui peut aller dans ce bâtiment. Néanmoins, comme vous, on n'a aucun intérêt de garder ces bâtiments vides. Voilà. Donc aujourd'hui, puisqu'ils sont vides et qu'on a des demandes d'aide, puisque la Croix-Rouge avait vraiment besoin d'aide, puisque je rappelle que la Croix-Rouge qui était située route de Tours doit s'en aller, donc elle se retrouve à la porte. Donc en urgence, aujourd'hui, nous leur prêtons un bâtiment économique en attendant en fait qu'ils trouvent un bâtiment dédié, puisque les bâtiments économiques ne sont pas là pour la Croix-Rouge, évidemment. On a notre stockage aussi de fauteuils, puisqu'on doit les installer à Ronsard, il faut bien qu'on les stocke quelque part, on n'avait pas de lieu de stockage. Et puis, on a installé une entreprise, une première entreprise qui faisait de la mécanique, qui finalement, liée sans aucun doute aussi au coût salarial, etc., a cassé le bail et donc a quitté. Donc, c'est pas si simple, les activités économiques, elles viennent et elles partent. Et puis,
Voilà, moi je tiens quand même à dire qu'on souhaite installer aussi des entreprises intéressantes qui ne sont pas en concurrence sur nos autres entreprises du secteur et qui créent de l'emploi. Donc peut-être qu'on est un peu difficile aussi et qu'on ne veut pas louer à n'importe qui, on pourrait. Hein. Moi j'ai même un professionnel de santé, encore une fois jeudi dernier, qui m'a dit mais pourquoi vous installez pas les professionnels de santé dedans? Je lui ai dit écoutez, allez voir les bâtiments économiques, on a 2 bureaux. Et le reste, ce sont que des lieux de stockage. On ne va pas mettre des médecins dedans. Enfin, c'est pas du tout adapté. Mais vous voyez, la population, parfois, elle a des réactions bizarres. Nous, on souhaite que ce soit une activité. On a aussi des demandes qui sont souvent des demandes, malheureusement, à long terme, où on n'a pas de réponse tout de suite. Donc moi, j'ai en effet une entreprise qui serait peut-être intéressée aussi pour installer plutôt de la formation de métier artisanal à l'intérieur, mais j'ai pas encore de réponse, ça va venir. Et donc chaque conseil municipal, je vais vous dire ça, je sais bien, mais moi je suis tributaire de la réponse des professionnels. Donc voilà, on essaye, je vous le promets en tout cas. Financièrement, ne vous inquiétez pas, puisque à la différence d'autres bâtiments, entre le cumul de l'aide de l'État et de l'assurance, je peux vous dire qu'on a été très très bien couvert sur ces bâtiments. Et donc globalement, aujourd'hui, on ne peut pas les vendre, hein, je rappelle quand même, hein, pour qu'on soit très clair, on ne peut pas les vendre les bâtiments, hein, puisqu'on a une aide de l'État et donc on est bloqué sur 4 ans. On peut faire du crédit bail par contre, mais on ne peut pas les vendre en direct. Bon, les 4 ans vont arriver petit à petit, hein, depuis le début de la subvention. On pourra les vendre, mais pour l'instant, ce n'est que de la location. Et ce n'est pas si simple, en fait, aujourd'hui, de louer sur la zone. On a eu aussi, vous le savez, vous l'avez dit en conseil municipal, c'était aussi des bâtiments qui n'étaient pas fermés en termes de clôture. Donc ça aussi, peut-être que ça ne nous a pas aidé. Donc on va faire les clôtures. Mais là, c'est sur le budget de fonctionnement, donc c'est un peu plus long. Mais on va faire les clôtures. Et puis on a quand même la partie arrière des terrains constructibles pour les entreprises qui est en train d'arriver, puisqu'on est en train de faire la route. Il y a aussi, je pense, le fonctionnement des entreprises, parfois, c'est quand vous en attirez une, vous en attirez 2, finalement, il y a un côté groupe, quoi. Donc, peut-être aussi que les terrains constructibles derrière apporteront un plus. Et puis, je l'ai dit au vœu et je le dis ici, on est en train de travailler fortement aussi avec les entreprises sur un projet d'énergie renouvelable pour essayer d'apporter une baisse de l'énergie sur la zone des tourelles. Donc, peut-être que ça aussi, ça nous apportera du plus pour attirer de nouvelles entreprises. Voilà. C'est pas simple, mais on y travaille, je peux vous le dire et je peux vous confirmer. On travaille aussi sur Candia, l'aménagement des bords de Loire, hein, de l'autre côté, pour aussi trouver des porteurs de projets, parce que c'est pas à la mairie de tout financer. On a aussi des porteurs de projets qui vont créer de l'habitat. Donc voilà, il y a quand même du dynamisme, mais là, on a en effet, pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver des porteurs de projets, mais je vous dis, on était un peu coincés, puisque comme il y avait des malfaçons, etc., c'était un peu... voilà. Mais, et puis, le dernier point, vous avez dû le voir en commission attractivité, je crois, Philippe, si je ne dis pas de bêtises. L'idée, c'est aussi de nous aider, parce que concrètement, on n'est pas tous des commerciaux pour des bâtiments économique. Enfin, je veux dire, voilà. Donc peut-être qu'il faut aussi prendre, comme le fait l'intercommunalité d'ailleurs, hein, c'est ce qu'elle fait, prendre une agence spécialisée qui nous aide à commercialiser nos bâtiments. On n'a pas que cela, hein, parce que là, on se focalise sur les 3 bâtiments industriels, mais on a d'autres bâtiments aussi qui pourraient rentrer dans le système, voire des terrains constructibles. Dans la zone des tourelles, on a un certain nombre de terrains qui pourraient aussi être vendus pour de la création d'entreprises. Donc l'idée, c'est de travailler avec un professionnel sur ce sujet. Alors, Monsieur Frizon, je voulais simplement vous rappeler que ce n'est pas une attaque vis-à-vis de vous. Je voulais simplement vous rappeler que cette question revient régulièrement sans cesse. On apporte toujours les mêmes réponses. Et cependant, vous faites partie en plus de la commission. Et c'est un sujet qu'on évoque à chaque fois. Donc, vous avez déjà les réponses avant de poser la question. Donc, c'est un petit peu agaçant. Et alors, je voudrais juste dire, je sais que l'intérêt du maire, c'est que ces bâtiments soient remplis. Je ne suis pas idiot, merde alors. Je ne suis pas idiot, je le sais que c'est votre intérêt. Je le sais bien, je sais que vous cherchez. Je n'essaye pas de vous mettre en défaut. Monsieur se sera attaqué toujours. Mais c'est normal qu'en tant qu'élu de la minorité, je pose la question d'où on en est. Enfin, c'est quand même légitime. C'est une question légitime. Et vous me répondez. Et je vous réponds, monsieur Frédéric. Oui, mais lui, il se sent accusé à chaque fois. Je ne mets pas en accusation et je n'ai pas de problème d'ego. Je pense que de l'autre côté, il y a des problèmes d'ego. Voilà. Vous ne serez pas du tout attaqué, Monsieur Frizon. Vous aviez une dernière question, je crois. Qui c'est qui la pose? C'est moi. Oui. Que va devenir l'ancienne gendarmerie? Avez-vous même des pistes sur cette question?
Alors, l'ancienne gendarmerie ne nous appartient pas, hein, c'est propriété je sais, mais... départementale. Non, donc la parce que- seule piste que je peux te donner, c'est le courrier que nous a envoyé Dominique Leménaire, nous annonçant que la puisqu'en fait, on est comme vous, on se posait la question. D'autant plus qu'à côté, nous avons une entreprise, un garage qui a envie de s'étaler, enfin de s'agrandir. Donc, Ouais, mais bah, il est c'était pour coincé. ça que, oui. Il est un peu coincé. Donc je l'ai reçu hein, dans ce cadre-là. Et donc je lui avais dit que bon, il fallait qu'on se pose la question. Donc on a fait un courrier à Dominique Leménaire demandant ce qu'allait devenir l'ancienne gendarmerie. Nous avons reçu un courrier qui nous dit tout simplement, je vais te le lire comme ça tu vas le savoir plus simple. Les travaux relatifs à la construction de la nouvelle gendarmerie sur votre commune portée par la communauté de communes se terminent. Ainsi, la livraison de cette nouvelle caserne devrait intervenir courant décembre 2023, engendrant ainsi à compter du 1er avril prochain la libération de la caserne actuelle située avenue de la Libération, puisque vous savez c'est le temps de déménagement en fait. Hein, voilà. Je vous informe par la présente que l'ancienne gendarmerie ainsi libérée va être conservée par les services départementaux dans le cadre d'un lien avec la future opération de restructuration du Collège des 80. Je vous rappelle que le Collège des 80, il y avait eu des travaux sur 50% du collège et on a 50% qui n'a pas eu de travaux. Donc on met la pression sur le département depuis un certain temps puisque avec la principale du collège et tout ça, il nous faut absolument des travaux sur la deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est celle qui inclut le bureau du proviseur, mais surtout les logements de fonction. Voilà. Donc du coup, ce que nous explique Dominique Leménaire là, c'est qu'en fait, il garde la gendarmerie pour déplacer les logements de fonction du collège à la gendarmerie le temps des travaux au collège. Donc la question se reposera de l'avenir de la gendarmerie après les travaux du collège. Voilà. Oui, parce qu'il y avait le garagiste d'à côté qui est très intéressé par ce terrain, c'est pour ça. Et je sais bien. Il est venu nous voir, etc. Oui, je lui avais dit de travailler sur son projet. Ouais. Mais là, je ne peux pas pour l'instant encore. Voilà. D'accord. Ça va venir, mais je ne sais pas quand. Oui, monsieur. Ouais. Une petite précision que m'apporte Graziella. Dans le film Les Trois Mousquetaires, il y a un cavalier qui est un ludois, Fronto Maxime. Ah oui, oui. Fronto Maxime, en plus, qui travaille donc au Puy du Fou. Ouais. Et qui est cascadeur au Puy du Fou, qui est propriétaire d'une maison sur le Lude et qui est souvent là et qui a joué dans le film. Donc c'est chouette aussi. Encore un Ludois sur la scène, mais c'est beau quand même. Le Lude est très très connu. Le Lude est connu. Ah, c'est ça, c'est beau. Une petite remarque aussi, est-ce qu'on pourrait changer le drapeau de la ville de Vitré sur le pont de la ville du Lude, Ah oui, pardon. parce que alors, s'il y a un Sur le drapeau pont. de la ville de Vitré sur Non, le non, pont non, de la ville du Lude, là, je me j'ai questionne. pensé au- Oui, tout est prêt déjà, Parce monsieur. qu'il est vraiment monsieur dans un Le état Gallès. de loc. Oui, on le fait tous les ans. Je ne sais pas si vous le saviez, mais on change tous les drapeaux tous les ans. Et donc, ça se change en hiver pour qu'à l'ouverture de la saison, il soit tout neuf. Donc, ça va se faire là. Mais avec les travaux du rond-point, etc., puisqu'en fait, on bloque la rue hein, quand on enlève les drapeaux. Donc, on attend un petit peu là, parce que déjà, il y a beaucoup de trafic bloqué par les feux. Donc, voilà. Mais bon, voilà. Merci beaucoup pour ce soir. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je clôt ce conseil municipal.